Erev Tov, shalom à toutes et à tous. On se retrouve pour la deuxième conférence de la journée organisée par Midreshet Yehuda Manitou. Et ce soir, on est avec Ariel Assaf pour parler avec toi des frontières du pays d'Israël. C'est peut-être un petit peu la suite, puisque tu as inauguré la série de cours sur la Shemitah. Et peut-être que si on connaît les Goulots d'Israël, ça va nous indiquer, ça va avoir des répercussions sur la Shemitah. Un sujet très compliqué, puisque dans la Torah, il y a plusieurs endroits. Et puis après, les Rishonim, ils se sont aussi comment on décode tout ça. Tu as choisi un sujet pas facile. Bechavod, Ariel. Merci, Johan. Bonsoir à tous. Effectivement, tu as mis le doigt en plein dedans. C'est que quand j'ai commencé à préparer la conférence, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. J'ai l'encyclopédie du Rav Ariel en 6 volumes. C'est 6 volumes d'encyclopédie, plus encore d'autres bouquins. Alors, on va aujourd'hui peut-être arriver à commencer l'avant-propos de l'introduction ou l'introduction de l'avant-propos. C'est vraiment un sujet qui est très, très, très vaste et qui a ses incidences, bien sûr, sur la Shemitah. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet comme continuation de la Shemitah pour essayer de comprendre où la Shemitah s'applique. Mais en fait, je suis entré dans un sujet qui est énorme. Beaucoup de choses ont été écrites et on va faire une introduction au sujet aujourd'hui. Je n'ai pas dit qu'on continuera plus tard parce que c'est un sujet qui demande une certaine érudition, c'est beaucoup de discussions rabbiniques sur le sujet, mais on va au moins commencer pour comprendre un peu de quoi il s'agit. Alors, je lance la vidéo, le diaporama. Alors voilà, alors on va parler donc des frontières d'Eretz Israël. Pourquoi est-il important de parler des frontières d'Eretz Israël? Parce que c'est un pays où il y a une Kedusha. Aujourd'hui, on a des livres entiers de Mekomot HaKadoshim. Si vous allez dans le site du ministère des Cultes, vous avez une liste des endroits saints en Israël. À peu près tous les tombeaux sont devenus des endroits saints, alors que dans la Mishnah, il y a 2000 ans, on ne connaît que 10 endroits qui ont de la Kedusha. Il y a le pays d'Israël dans son ensemble, les villes de l'époque de Yoshua, et après tout le reste, c'est à Jérusalem. En plus, on va dans le temple, mais on n'a pas tous ces endroits qui sont indiqués aujourd'hui. Mais il y a une Kedusha dans le pays d'Israël qui fait que d'abord, Dieu nous l'a donné. Deuxièmement, il y a une mitzvah d'y habiter. Et troisièmement, il y a des mitzvot à appliquer quand on y habite. Alors, pour comprendre où est-ce qu'on doit habiter et où est-ce qu'on ne doit pas habiter, où c'est qu'on doit accomplir les mitzvot d'Eretz Israël, alors toute une littérature rabbinique qui scrute les textes à partir de la Genèse, à partir de Bréchit avec Abraham qui reçoit cette alliance au Brit Ben Abtarim, l'alliance de lui donner la terre, et en passant par le texte du livre de Bamidbar qu'on a lu la semaine dernière dans Parashat Mas'eh qui nous donne les frontières par rapport aux endroits où les différentes tribus vont s'installer. Si on continue après dans le livre de Yoshua, on a les frontières qu'on a réussi à prendre de facto. Et puis après, on finira avec Yecheskel qui nous donne une vision pour le futur, en passant un peu par l'histoire d'Israël. Donc c'est un sujet très vaste et très complexe. Je voudrais commencer juste par 2 petites remarques. Comme on sort de 2000 ans d'exil, alors on a un petit peu oublié où c'est Eretz Israël et on a un petit peu oublié certaines, comment dirais-je, on a un vocabulaire qui n'est pas tout à fait exact. Par exemple, on s'est habitué à parler d'Israël en termes de terre promise. Or, Manitou nous disait, Israël n'est pas la terre promise, c'est la terre donnée. La terre promise, c'est chez les nations qui ont utilisé ce vocabulaire. La Torah parle de terre que je t'ai donnée, pas d'une terre que je t'ai promise. Là, c'est juste un plan pour montrer les différentes mitzvot dans les frontières d'Israël. Mais si on regarde ce que dit la Torah dit à Abraham, j'ai sorti de l'Internet, mais regardez, c'est déjà formidable parce que la terre promise représente ce que la Genèse désigne tout le monde de terre d'Israël. Et vous voyez dans l'encadré en blanc, sans figurer littéralement dans les textes bibliques, l'expression est fortement suggérée par plusieurs passages. Alors, effectivement, ce n'est jamais marqué dans la Torah. La Torah ne parle pas d'une terre qui nous a été promise, elle parle d'une terre qui nous a été donnée. J'ai octroyé à ta descendance, ce n'est pas ce qui est marqué dans le texte, il y a plein d'erreurs dans la traduction, j'ai donné à ta descendance ce territoire. Dieu l'a donné, pas seulement promis. Donc ça, c'est déjà un premier point qu'il faut mettre en avant, que ce n'est pas une terre promise, mais c'est une terre donnée par Dieu à Israël. Et deuxièmement, la définition qui est souvent donnée de terre sainte. Israël n'est pas la terre sainte. En hébreu, on ne dit pas Haaretz HaKdosha, en hébreu, on dit Eretz HaKodesh.
Ce n'est pas la même chose. Eretz HaKodesh, c'est la terre où ce qui est saint peut se dévoiler. C'est une terre où on peut vivre en sainteté. Ce n'est pas la sainteté de la terre, il y a une sainteté dans la terre, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est cette possibilité de cette terre de développer, que le peuple d'Israël puisse arriver à être cette nation de prêtres que la Torah veut de lui. Donc, il faut faire attention au vocabulaire. On n'est pas en terre promise, on n'est pas en terre sainte, on est dans une terre donnée et Eretz HaKodesh. Et dernier vocabulaire que le Rav Sioda faisait toujours attention, quand on parle des mitzvot applicables en Eretz Israël, on ne parle pas d'une terre soumise aux mitzvot. On parle de mitzvot atuluyot ba'aretz. C'est les mitzvot qui dépendent de la terre. Il y a d'abord une sainteté de la terre, une importance d'être sur la terre, même sans les mitzvot. Une fois qu'on y est, il faut faire les mitzvot. Mais il y a d'abord quelque chose d'intrinsèque à la terre, parce qu'on entend souvent malheureusement des juifs qui disent oui, habiter en Eretz Israël aujourd'hui, ça n'a aucune valeur puisqu'on ne peut pas faire les mitzvot de la Shemitah, puisque le temple n'est pas construit, on ne peut pas amener les prémices au temple. Alors, quand le temple sera reconstruit, je viendrai. Alors non, la Torah ne soumet pas la Kedusha d'Eretz Israël aux mitzvot, c'est le contraire. La terre requiert les mitzvot. Mais la terre, elle a sa raison d'être, même si ces mitzvot ne sont pas applicables. Alors, c'était ce que je voulais mettre en évidence avant de commencer, et maintenant, on commence. Alors, juste un rappel de l'époque moderne. Déjà, à l'époque moderne, on a énormément de frontières. Si vous regardez la page de gauche, vous avez la Palestine telle que l'Angleterre l'a reçue dans le mandat après la Première Guerre mondiale. Et à droite, déjà rapidement, l'Angleterre coupe toute la partie est à l'est du Jourdain, on fait un royaume artificiel qui n'a jamais existé, le royaume de Jordanie, et ampute Israël et ne laisse que l'ouest du Jourdain. De là, regardez ces deux cartes que vous voyez maintenant. La carte à droite, c'est la carte que le mouvement sioniste a soumise à la Société des Nations en 1919. C'est une carte beaucoup plus large que ce que vous voyez aujourd'hui en Israël. Vous voyez que ça comprend l'est du Jourdain, ça comprend le Liban jusqu'à Sidon. Vous voyez que les villes de Tyr et Sidon sont dans les limites d'Israël, ainsi que le Golan, ainsi que le Gilad. En 1934, on est un peu plus réaliste, on comprend qu'on n'ira pas vers ces frontières, mais au moins on redemande aux Anglais de donner toutes les frontières du mandat à l'ouest du Jourdain comme à l'est du Jourdain. Bien sûr, ça non plus n'a pas été donné par les Anglais, mais regardez un peu ce que ça a fait. Ça a fait des choses que vous ne savez peut-être pas. À droite, la photo que vous voyez, les ruines que vous voyez, c'est Ramtania. C'est un village qui a été construit sur le Golan. Parce que quand on est revenu en Eretz Israël, on est revenu dans les... Quand on a créé, le mouvement sioniste a créé un organisme, le Keren Kayemet Israël, qui devait racheter des terres. Il a demandé où j'achète des terres. On lui a dit en Eretz Israël. Il a regardé les textes. Et donc, pour lui, c'était évident que le Bashan, le Golan aujourd'hui, c'est Eretz Israël. Donc, il a acheté des terrains sur le Golan où se sont installés des agriculteurs qui sont des villages de Bnei Yehuda, Ramtania. Si vous regardez à gauche, vous avez une moshava qui a été construite au Liban, pas moins, Djermak au Liban, au nord de Marjayoun, et près de Latakia, du port de Latakia. Et on avait acheté des terrains là-bas au début du XXe siècle. On s'est installé aussi au Liban. Et le mouvement sioniste a envoyé une mission dans le Sinaï. Vous voyez là les explorateurs qui vont voir est-ce que ce terrain serait apte à accepter une immigration juive. Et on va envoyer des gens dans le désert, une mission d'étude qui va comprendre est-ce qu'on peut s'installer dans le Sinaï. Donc, il faut comprendre que la terre d'Israël, même à l'époque moderne, quand on revient, était définie par ces composantes bibliques qui comprennent beaucoup plus que ce que comprennent les frontières de l'État d'Israël actuel. Bien sûr, on est passé par le plan de partition de l'ONU en 1947 que vous voyez à gauche, par le résultat de la guerre de 1948, la guerre d'indépendance que vous voyez au milieu, et à la guerre des 6 jours, on est arrivé à un pays beaucoup plus large avec le désert du Sinaï, avec la Judée-Samarie et avec le Golan. Et à l'époque, s'était créé un mouvement qui s'appelait Eretz Israël Hashlema, qui demandait de revenir à la terre d'Eretz Israël de façon complète, et donc demander d'appliquer la loi israélienne sur ces terrains pris à l'Égypte, à la Jordanie et à la Syrie dans la guerre des 6 jours. Et le programme d'Eretz Israël Hashlema, comme vous voyez, est un peu plus large. Il comprenait aussi des territoires au Liban, en Syrie et en Jordanie qui n'ont pas été pris en 67. Donc, ça, c'était le rêve après 67. Malheureusement, la situation aujourd'hui, la réalité, c'est la carte à droite qui, après les accords d'Oslo, nous ampute même de la Judée-Samarie
avec les fameux territoires A, B, C, et puis avoir donné une autonomie palestinienne. Donc ça, c'était pour l'histoire moderne, pour comprendre un peu que les frontières bougent. Et ça, je parle sur une période d'un siècle. Alors comprenez ce qui s'est passé sur une période qui va de Abraham jusqu'à l'époque romaine, jusqu'à l'époque de la Mishnah, qui s'étend sur 3000 ans. Alors on commence. Vous voyez la carte de l'époque des juges. Donc c'est ce que les tribus ont pris, se sont installées après la conquête de Josué. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour avoir une idée. Et voilà maintenant, arrivons à ce qui est la... Pardon. Après les shoftim, après les juges, on a le royaume comme il était au temps du roi David. On voit que le roi David s'est étendu jusqu'à Aram Tsova. Aram Tsova, qui est au nord aujourd'hui, au nord de la Syrie, sud de la Turquie. Je montre avec la souris. Aram Tsova, et puis à droite, Aram Naharaim, qui n'est pas conquis, mais qui est soumise. Donc, le roi David a énormément agrandi les frontières vers le nord, de plusieurs centaines de kilomètres vers le nord. Vous voyez ici sur la carte, là je montre maintenant Haïfa aujourd'hui, et Tzor, qu'on voit sur la carte, qui est déjà au Liban. Alors, regardez la taille, on a triplé la longueur de l'État d'Israël à l'époque du roi David. Et effectivement, quand on parle du règne du roi Salomon, on nous parle d'un roi qui règne, le verset est à gauche, Shlomo aya moshel bechol hamamlachot min hanahar eretz plishtim bad gvul mitzrayim, que Shlomo régnait depuis le fleuve, l'Euphrate, jusqu'à l'Égypte. Donc ça, vous voyez les frontières entre l'Égypte qui est au sud-ouest, en bas de la carte, l'Euphrate que je suis maintenant avec la souris, et donc tout ce qui est entre l'Euphrate au nord et l'Égypte au sud-ouest, c'était le royaume d'Israël à l'époque de Salomon. C'est là que le royaume est arrivé dans ses plus grandes frontières. Quand on revient de l'exil de Babylonie, puisqu'on a été déporté à Babylonie après la destruction, à Babylone, après la destruction du premier temple en moins 586, quand on revient, vous avez dans la carte ce qui est au centre en brun, qui est ce qu'on appelle en hébreu Troum Olé Bavel, qui est la région où se sont installés les Juifs qui reviennent de l'exil. Donc vous voyez que Israël s'est bien réduit la peau de chagrin par rapport à ce qu'était le pays d'Israël à l'époque du roi Salomon, jusqu'à l'Euphrate. À l'époque, quand on revient de l'exil de Babylonie, on se trouve en gros dans les frontières d'Israël aujourd'hui. Je crois même que l'État d'Israël est un peu plus grand aujourd'hui que ce qu'il était à l'époque du retour de Babylonie. Puisque la carte est en brun, il y a des zones qui n'étaient pas habitées par des Juifs, par exemple par les Samaritains et d'autres. Donc, c'était beaucoup plus petit, le royaume avait beaucoup rétréci quand on est revenu de l'exil de Babylone. Et après ce retour d'exil, le royaume va grandir, d'abord par les Hashmonaïm, les Maccabées. Après Hanouka, vous voyez la carte à droite de l'état des Maccabées pris par Alexandre Janet, Alexandre Yanaï, qui agrandit le pays. Et puis la plus grande expansion sera à l'époque de Hérode. Et vous voyez à l'époque de Hérode qu'il y a une percée vers le Golan, il y a une percée à l'est du... pardon, ça c'est le Décapolis, ce n'est pas en Israël, mais il y a un ajout du Bashan et du Golan au-dessus du lac de Tibériade à l'époque de Hérode. Donc c'était de nouveau un pays un peu plus grand. Ce n'est pas aussi grand qu'à l'époque de Shlomo, mais quand on compare au pays où on était quand on est revenu de l'exil de Babylonie, le pays a grandi. Et alors, on a des textes, en plus des textes de la Torah qui nous donnent les frontières, on a des textes rabbiniques. Par exemple, ce que vous voyez devant vous, c'est une mosaïque qu'on a retrouvée dans une ville ancienne à Rehov, Tel Rehov. Aujourd'hui, c'est dans les champs du kibbutz de Enanatsiv. Et là-bas, on a retrouvé une braïta. C'est le plus grand texte mishnaïque, donc un texte de l'époque romaine, qui nous donne les frontières d'Israël à cette époque-là. C'était important pour savoir à l'époque dans quelle zone appliquer la Shemitah et dans quelle zone ne pas appliquer la Shemitah. Je rappelle que les Romains étaient des conquérants très éclairés et ils n'exerçaient aucune pression religieuse sur les vaincus et que les Juifs avaient le droit de ne pas travailler le Shabbat s'ils ne voulaient pas travailler le Shabbat. Les Juifs avaient le droit de ne pas travailler la Shemitah s'ils ne voulaient pas travailler l'année sabbatique. Les Romains mettaient une restriction. Vous avez le droit de ne pas travailler, mais les impôts, vous les payez.
Alors comprenez qu'à l'époque, on est un peuple d'agriculteurs. Les agriculteurs qui ne travaillent pas ne gagnent rien, ils ont du mal à survivre. Comment encore vont-ils payer les impôts très lourds que Rome imposait? Et donc les rabbins ont fait des pieds et des mains pour essayer de limiter les terrains, les territoires sur lesquels on applique la Shemitah, de façon à permettre aux Juifs d'Eretz Israël d'avoir un petit peu de quoi manger et d'avoir de quoi payer leurs impôts. Donc cette braïta, ce texte de l'époque, nous donne c'est très intéressant, il y a des livres entiers qui ont été écrits, j'ai encore aussi un livre rien que sur cette braïta, pour essayer d'identifier les endroits et comprendre les frontières d'Eretz Israël à l'époque. Ce qui est très intéressant, c'est que ce texte donne comme frontière d'Israël au nord la ville de Akko. Mais de façon plus précise, dans ce texte est marqué que la frontière passe Beshurienta d'Akko, à la muraille d'Akko. Et les rabbins se posent la question plus tard dans le Talmud, est-ce que la muraille, c'est à l'extérieur ou à l'intérieur? Est-ce que la ville de Akko fait partie du territoire d'Israël ou est-ce que la ville de Akko fait déjà partie des territoires en dehors d'Israël? Et l'incidence que ça va avoir, c'est que beaucoup de Juifs vont revenir au cours des siècles à Akko, qui était un grand port, vont construire une communauté vibrante à Akko. Les balais à Tosafot, il y aura 300 rabbins venus de France et d'Allemagne, on a fait une conférence, vont faire leur yeshiva à Akko. Haramban Nachmanide va s'installer à Akko. Rabbi Yechiel de Paris aura sa yeshiva à Akko. Mais tous ces gens-là ne veulent pas être enterrés à Akko en disant Akko, c'est peut-être pas Eretz Israël. Si des gens sont venus jusqu'en Eretz Israël, on veut être sûr d'être enterrés dans la terre d'Eretz Israël. Et ils ont été enterrés à 5 km pour être sûr, à Kfar Yassif, pour être sûr d'être en terre sainte, enterrés en Eretz Israël. Donc, c'est une importance, cette braïta de Troumin. Il y a bien sûr des textes du Talmud, des commentaires du Talmud, des décisionnaires de la Halacha. Et on a même un certain nombre de livres de voyageurs ou d'autres rabbins qui ont écrit des livres. Je vous en mets deux ici pour mémoire. À droite, le Kaftor Baferach de Rabbi Ashtori Afarchi, qui est venu de France à l'époque de la croisade, et Rabbi Yosef Schwartz à gauche de Tvuat Haaretz, plus proche de nous, il y a, je sais plus, 150 ans, qui parlent des frontières, qui essayent ce sont des voyageurs qui ont visité Eretz Israël et aussi qui ont donc défini les frontières et essaient de comprendre et d'identifier les villes et les frontières bibliques. Alors ça, c'était la première partie de l'introduction de cette conférence, qui est, comme je vous le rappelle, l'introduction à l'avant-propos ou l'avant-propos d'introduction du sujet. Donc là, j'ai parlé des frontières actuelles, j'ai parlé des frontières à travers les époques, depuis l'époque de l'entrée de Josué et des juges jusqu'à l'époque de Hérode où on était chassé d'Eretz Israël. J'ai parlé des livres qui ont été écrits et maintenant on va plonger dans le vif du sujet. Quels sont, pas le territoire d'Israël tel qu'il a été de facto à telle ou telle époque, mais quel est le territoire d'Eretz Israël tel que le voit la Torah, tel que Dieu l'a annoncé à Abraham. Bon, ça, c'est juste une carte pour rappeler les mitzvot. Cette carte nous donne les différentes mitzvot à observer en Eretz Israël. Je ne rentre pas dans ce sujet maintenant. C'est un sujet très vaste qui est pour une autre fois parce que même les mitzvot qui s'appliquent en Eretz Israël, certains des préceptes sont en telle et telle région. Il y a des limites. Je ne rentre pas dans les détails maintenant. Et on commence donc par l'alliance de Dieu avec Abraham, au Brit Ben Abtarim, cette fameuse alliance où Abraham a coupé un certain nombre d'animaux et passé au milieu, Brit Ben Abtarim. Et Dieu lui annonce, Yom Hahu, vous voyez le texte à droite, ce jour-là, je le lis en français, c'est dans Bereshit, ce jour-là, l'Éternel conclut avec Abraham un pacte, une alliance, en disant, j'ai donné à ta descendance ce territoire depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Vous voyez sur la carte à gauche, les limites du pays d'Israël promis à Abraham, ça va de l'Euphrate au nord jusqu'au fleuve d'Égypte, le torrent d'Égypte, comme c'est marqué dans le texte. Torrent, c'est mauvais, c'est le fleuve d'Égypte, donc le Nil. Entre le Nil et l'Euphrate, c'est grand, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on connaît aujourd'hui, et on aura l'occasion d'en reparler. Alors, ça, c'était en gros, mais il y a des erreurs dans cette carte que je vous ai mise. On va essayer de les corriger. Voilà une autre carte avec les mêmes versets, mais cette fois-ci en hébreu. Et ce que je voulais faire remarquer dans cette carte, c'est le fleuve d'Égypte. Le Nil, ce n'est pas tout le Nil, la frontière est
et en fait le bras est du Nil qui aujourd'hui n'existe plus. Il s'est asséché avec le temps. On en reparlera dans quelques minutes. Donc ça, c'était la promesse à Abraham. Et on a dans les textes retrouvés à Qumran, donc dans le désert de Judée, à Bar Yehuda, on a retrouvé toutes sortes de rouleaux qui sont aujourd'hui exposés au musée d'Israël. Vous pouvez les consulter sur Internet. Et là-bas, dans un de ces rouleaux, qui ne sont pas des rouleaux bibliques, il y a des rouleaux bibliques, mais il y a encore d'autres textes, il y a un rouleau qui nous parle d'un voyage qu'Abraham aurait fait sur les traces de l'alliance que Dieu avait conclue avec lui. Donc le texte est en haut à droite de l'image, je ne vais pas vous le lire maintenant, il est en hébreu, mais vous avez sur l'image la carte. Donc d'après ce rouleau retrouvé près de la mer Morte, Abraham aurait entrepris un périple à partir d'Eretz Israël, puisqu'il a reçu cette alliance quand il était déjà en Israël. Il serait retourné, il serait reparti et aurait fait tout le tour du pays d'Israël pour en prendre possession en faisant le tour des frontières. Vous voyez la carte avec les flèches. Abraham part d'Eretz Israël, il monte jusqu'au nord vers l'Euphrate, il va jusqu'au Châtel arabe à la frontière iranienne d'aujourd'hui, traverse l'Irak, la Jordanie, revient, fait le tour du Sinaï et revient en Eretz Israël. Donc le périple d'Abraham qui veut prendre possession de la terre que Dieu lui a donnée. Alors ça, ce n'est pas un texte biblique, c'est un texte qui se trouve dans une Megillah de Qumran. Pardon? Je m'excuse, j'ai juste lu un chat et je continue. Ah, ça a bloqué ma... Voilà. Alors, ça, c'était la terre donnée à Abraham, depuis l'Euphrate jusqu'au Nil. Cette semaine, enfin la semaine dernière, on a lu dans la Torah la paracha de Mas'é, la dernière paracha du livre de Bamidbar. Et là-bas, on est juste avant l'entrée en Eretz Israël, puisque maintenant on va lire le Sefer Devarim. Le Sefer Devarim, en fait, se passe en un mois de durée. C'est le mois où Moïse sait qu'il va mourir et qu'il donne ses dernières instructions. Et donc, juste avant que Moshe ne décède, juste avant que Yoshua ne prenne la direction du peuple et ne rentre en Eretz Israël, la Torah nous annonce, voilà le texte de la droite, l'Éternel parla à Moïse en ces termes, donne aux enfants d'Israël les instructions suivantes. Comme vous allez entrer dans ce pays de Canaan, voici quel territoire vous tombera en partage, le pays de Canaan selon ses frontières, et vous aurez pour côté méridional. Et la Torah nous définit la frontière méridionale, puis la frontière occidentale, puis la frontière septentrionale, frontière nord, puis la frontière est. Et on va essayer de comprendre quelles sont les frontières. Vous voyez la carte devant vous. La carte devant vous, c'est cette carte qui est du pays qui va être donnée aux 12 tribus. Si vous regardez, vous voyez que cette carte s'arrête en fait, le Sinaï n'est pas dans cette carte. Le Sinaï n'a pas été donné aux 12 tribus dans la paracha de cette semaine. Et aussi tout ce désert à l'est qu'on a vu tout à l'heure, puis tout à l'heure l'Euphrate allait jusqu'au Châtel arabe, jusqu'à la frontière de l'Irak et de l'Iran. Vous voyez que cette partie-là n'est pas, la partie que je montre maintenant, n'est pas donnée dans les frontières de cette semaine. Alors, est-ce que les frontières de cette semaine de la Torah sont plus réduites que les frontières données à Abraham, ou est-ce que ce sont les mêmes? On en reparlera tout à l'heure. Je vous donne déjà une idée, c'est que pour certains commentateurs, ce sont les mêmes frontières. Les frontières d'Abraham sont les frontières que Moshe dit au peuple, c'est ces frontières que vous allez prendre et distribuer aux tribus. Mais quand il s'agit de distribuer aux tribus, on va leur distribuer des terres habitables, des terres agricoles. Donc, on ne leur distribue pas ni le désert d'Arabie, qui se trouve, le désert de Jordanie et d'Irak, qui se trouve ici, ni le désert du Sinaï. Et en fait, les frontières sont les mêmes, mais ce que Moïse distribue aux tribus, c'est les territoires habitables. Et c'est pour ça que les frontières sont plus restreintes que les frontières d'Abraham, pas parce qu'il y a eu un changement d'idée de Dieu, ou pas parce que ces frontières d'Abraham sont pour un futur indéterminé, comme certains veulent dire. Il y a des commentateurs qui disent que oui, il y a eu les frontières de la Torah qui sont plus restreintes et arrivera au temps futur, au temps messianique, que la terre d'Israël sera plus grande. D'autres commentateurs disent non, ce sont les mêmes frontières, juste que en partageant les frontières d'Israël aux différentes tribus, on leur a partagé les terres arabes. Et je continue.
Et nous voyons maintenant la carte d'après Yecheskel. Donc ça, c'est le pays donné par Yecheskel. De nouveau, vous avez le verset en haut à gauche, זה הגבול אשר תתנחלו את הארץ ל-12 שבטי ישראל, אשר נשאתי את ידי לתיתם לאבותיכם. Voici les frontières que vous donnerez aux 12 tribus. Et en fait, la plupart des commentateurs sont... Il y a des différences minimes entre les descriptions de la frontière qu'on a dans la Torah et les descriptions qu'on a dans Yecheskel. Ce qui est surtout différent dans Yecheskel, c'est la façon de distribuer le terrain aux tribus. Si dans la Torah, les tribus ont été, on va voir tout de suite une carte, on comprendra que le tracé des frontières entre les tribus est un peu complexe. En gros, Yecheskel prend les mêmes frontières, mais divise le pays en bandes de terrain égales entre les tribus. Et si vous voyez que d'après la vision de Yecheskel, le Sinaï, Zvouloun, qui aujourd'hui se trouvait à l'époque de Yoshua, se trouvait dans le nord, Zvouloun se trouvera dans le sud, dans le Sinaï. Donc apparemment, le Sinaï redeviendrait une terre arable. Autrement, qu'est-ce qu'on donne cet terrain à Zvouloun s'il ne peut pas s'y installer? Il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de terrains qui étaient non habités dans les temps passés, c'est vrai en Israël, c'est vrai dans beaucoup d'autres pays, même aux États-Unis, sont aujourd'hui habités depuis qu'on a le Masgan, on a la clim. Donc des terrains qui étaient inhabitables dans le passé sont aujourd'hui habitables. Donc peut-être que Zvouloun ne fera pas de l'agriculture, mais que Zvouloun deviendra une tribu de high-techistes, fera du high-tech dans le désert avec de la clim. Je ne sais pas. Bon. Je coupe le son de mon écran de contrôle. Ça va faire du bruit. Bien. J'ai perdu mon écran de contrôle. Alors, s'il y a un problème, il faudra m'envoyer un chat pour me faire savoir qu'il y a un problème, parce que je ne vois plus le contrôle pour voir que tout fonctionne. Bien. Donc, on est aux frontières de Yecheskel qui sont en fait les mêmes qu'Abraham. C'est les grandes frontières depuis l'Euphrate jusqu'au Nil. Juste la partition est différente. Là, je les ai mis en parallèle. Vous avez à droite la partition d'après Yecheskel et puis à gauche la partition comme elle était faite par Yehoshua. Alors, vous voyez qu'il y a des tribus comme la tribu de Zvouloun que vous voyez chez Yecheskel dans le Sinaï en bas au sud. Elle était à l'époque, Zvouloun se trouvait dans la région de la plaine d'Israël au nord du pays. Si Gad se trouvera au sud de la péninsule du Sinaï, Gad se trouvait dans le Gilad en Jordanie actuellement. Donc, ce qui change, ce n'est pas les frontières chez Yecheskel, mais la partition. Et maintenant, on va essayer de comprendre de quelles frontières nous parle la Torah. Alors, la Torah, quand elle nous donne ces frontières dans la paracha de Massé, elle nous dit la frontière à partir de sites. Elle nous dit, voilà, la frontière commence à ce site-là et va de cet endroit à cet endroit-là, de cet endroit à cet endroit-là. Et alors, le grand problème, comment allons-nous identifier ces villes ou ces lieux-dits ou ces endroits pour savoir où étaient les frontières d'Israël? Alors, il faut comprendre une chose, si vous regardez la carte qu'on obtient quand on relie les différents sites cités dans la paracha de Massé par Moshe, vous voyez que c'est encore beaucoup plus restreint. C'est non seulement pas le terrain donné à Abraham, mais vous voyez que ça ne comprend même pas l'est du Jourdain. Vous voyez que le tracé à partir de la mer du lac de Tibériade suit le Jourdain, parce qu'effectivement, quand Moshe distribue la terre aux tribus d'Israël, il le dit clairement, qu'il distribue la terre et donne les frontières pour les 9 tribus ennemies. Mais 2 tribus ennemies, la tribu de Gad, la tribu de Menaché et la moitié de la tribu de Gad, la tribu de Reuven et la demi-tribu de Menaché ont déjà pris leur territoire à l'est du Jourdain, puisque Moshe avait pris les territoires de Sichon et de Og, et ces 2 tribus de Gad et Reuven les ont demandés. Moshe, sur l'ordre de Dieu, leur a donné. Donc, en fait, la frontière est plus large que ce que vous voyez sur la carte. Le tracé devrait inclure le Bashan de Menaché. Et là, vous voyez ce que j'essaie de faire avec le tracé que j'essaie de vous montrer avec la souris. Mais la Torah n'en parle pas parce qu'elle ne parle que des 9 tribus ennemies
qui vont prendre leur territoire à l'ouest du Jourdain. Alors, vous comprenez dans la carte que vous voyez qu'on va parler de l'ouest du Jourdain. Vous voyez qu'on ne parle pas du désert du Sinaï. On ne va pas donc jusqu'au fleuve d'Égypte, on ne va pas jusqu'au Nil. Et pourquoi? Je vous l'ai expliqué, parce que ce sont des déserts et qu'on va distribuer les terres arables. Mais si vous regardez, vous voyez qu'on va très, très au nord. Ça, voilà, je vous montre maintenant le saillant de Haïfa, la baie de Haïfa. Donc, on va beaucoup, beaucoup plus au nord que Haïfa. On va presque jusqu'en Turquie actuelle. Je sais qu'à chaque année, à Toubishvat, on a le minhag de manger des fruits d'Eretz Israël. C'est un minhag qui a été institué par les kabbalistes à Tzfat au XVIe siècle. Et en Israël, les dernières années, Toubishvat, c'est la grande fête des fruits secs. Alors, au lieu de se fatiguer, puisqu'on a l'habitude de manger beaucoup, beaucoup de fruits différents, et que c'est en plein hiver, donc il n'y a pas tous les fruits qui sont sur le marché, alors on va chercher des dattes et des figues et des raisins secs. Et quand vous êtes dans les marchés, tous ces fruits-là, en fait, sont importés de Turquie. Alors, certains demandent, mais Toubishvat, c'est la fête d'Eretz Israël. Alors, quelle est l'idée de fêter la fête du pays d'Israël en mangeant des fruits de Turquie? Mais je dis, c'est là qu'on voit que ce que disent Chazal, Hanach lahem l'Israël imenam nevim bnei nevim hem. Les gens, sans le savoir, savent que le sud de la Turquie, dans les frontières, fait partie des frontières d'Israël. Donc, acheter des fruits du sud de la Turquie, on mange en fait des fruits du pays d'Israël dans ses limites complètes. J'avance dans le diaporama. OK. Alors, la Torah nous donne les frontières. Alors, je vous ai parlé de la frontière Est. Je vous ai expliqué que la frontière Est, elle ne comprenait pas les déserts, parce que les déserts sont inhabités, qu'on a distribué seulement jusqu'au Jourdain. Et les tribus à l'Est, mais la Torah n'en a pas parlé. Et en fait, la frontière Est de ces tribus à l'Est, elle est très floue. Elle n'est pas définie, mais en fait, ça se perd dans les déserts. Donc, ce n'est pas très important de définir une frontière dans des terrains qui, à l'époque, n'étaient pas habités. Alors, on pourrait croire que la frontière la plus facile à définir, ce sera la frontière ouest. Parce que la frontière ouest, c'est la mer. Et la mer, on sait où elle est, pas besoin de casser la tête. On n'a pas besoin d'essayer de comprendre où sont les villes ou les montagnes citées par la Torah pour les identifier. L'ouest d'Israël, la mer, c'est la frontière ouest. Ce serait beaucoup trop simple. Alors, lisons d'abord le texte. Le texte nous dit, pour la frontière occidentale, c'est la Grande Mer, c'est la Méditerranée, qui vous tiendra lieu, telle sera pour vous la frontière occidentale. Donc, vous voyez que la Torah est très, très claire. Elle nous dit que la frontière ouest, c'est la mer, il n'y a aucun lieu qui est cité, pas besoin d'expliquer la frontière va de tel endroit à tel endroit. La mer, c'est votre frontière. Oui, mais on a des rabbins. Eux, ils ont compliqué ça un petit peu. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi et comment. Alors, vous voyez la carte. Donc la frontière ouest, c'est la mer, mais les rabbins se sont déjà posé la question, où passent les eaux territoriales d'Israël? Parce que c'est vrai que la mer est une frontière, mais une partie de la mer sont les eaux territoriales qui appartiennent aux pays frontaliers. Donc comment calculer à 2000 nautiques, à 5000 nautiques, à 15 000, à 30 000 nautiques? Aujourd'hui, c'est le grand foutoir à l'ONU parce que chacun agrandit ses frontières maritimes en Méditerranée aujourd'hui, puisqu'on a retrouvé des gisements de gaz et chacun veut le gaz. Donc, chacun annonce que ses frontières maritimes sont les eaux territoriales vont à 100 km du littoral et donc tous les gisements au large sont à moi. Donc ça, c'est des problèmes aujourd'hui de politique, de géopolitique de la région. Mais les rabbins sont déjà posé la question des eaux territoriales il y a pas mal d'années. Et voilà, la proposition qui a été proposée, c'est un fil, c'est le terme route. Vous prenez une corde et vous reliez la frontière nord du pays. Donc, la frontière nord-ouest, c'est Horahar. Ça se trouve, j'ai dit, au nord du Liban, en Syrie, peut-être en Turquie. On comprendra après où se trouve Horahar, mais de Horahar, ce n'est pas important où se trouve ce point qui est la frontière, le point de la frontière nord-ouest. À partir de là, vous tracez une corde jusqu'à l'embouchure du Nil, et voilà les eaux territoriales. Donc, toutes les îles que vous avez dans ces eaux territoriales
font partie de la terre d'Eretz Israël et vous devez amener la Trouma et le Maaser. Bon, il n'y a pas énormément d'îles, ce n'est pas des grandes îles, ceux qui connaissent, il y a quelques îles, quelques îlots, un petit peu au Liban, un petit peu au nord de Haïfa, mais ce serait trop facile, parce qu'arrive le Rav Moshe Sirilio, pardon, le Rav Yehuda, et Rav Yehuda a une autre lecture de la façon de prendre cette corde et de définir les eaux territoriales. Donc là, c'est une corde qui relie le point nord-ouest au point sud-ouest et tout ce qui est à l'intérieur devient eau territoriale. Regardons maintenant l'opinion de Rabbi Yehuda. Alors lui, il prend la même corde, mais il la tend à l'horizontale, vers l'ouest. Donc il prend Horahar au nord d'Eretz Israël, il en fait une limite qui va jusqu'à l'océan, jusqu'à l'Atlantique. Il prend le sud à l'embouchure du Nil, il fait une deuxième corde qui va dépasse même au sud de Gibraltar, et tout ce qui est au milieu, pour lui, c'est Eretz Israël. Comprenez que tous vous avez envie de partir en vacances en Sicile, ou au sud de la Sardaigne, ou en Crète, ou à Chypre, vous n'avez aucun problème, vous êtes en Eretz Israël d'après Rabbi Yehuda. Donc ça, c'est une idée qui n'est pas reconnue par tous, mais pour lui, tout ce qui est face au pays d'Israël jusqu'à l'océan fait partie d'Eretz Israël. Donc toutes ces îles que je viens de citer, la Crète, Chypre, la Sardaigne, le sud de la Sardaigne, toute la Sicile, une partie de la Grèce, une partie de l'Asie mineure en Turquie, une grande partie des îles grecques de la mer Égée. Voilà, vous pouvez aller en vacances dans les îles grecques et vous êtes encore en Eretz Israël, d'après Rabbi Yehuda. Le texte est cité en dessous dans le carré, dans l'encadré qui est au bas de l'image. Rabbi Yehuda, Ezeu Eretz vezeu chutz haaretz. Rabbi Yehuda omer, kol shekneged Eretz Israël, hareu ke'Eretz Israël, shenemar v'chol hayam. V'haya lachem hayam hagadol u'gvul, ze lachem gvul yam. Et donc pour lui, tout ce qui est dans la mer face à Eretz Israël fait partie d'Eretz Israël. Bon, mais c'est une idée qui n'est retenue que par Rabbi Yehuda, mais je l'ai quand même amenée parce qu'elle est intéressante. Donc, on a parlé de la frontière Est, on a compris la frontière Ouest, on a compris que même dire que la mer, c'est la frontière, on n'a pas encore tout dit, parce que si dans la première opinion, on a un problème de définir des eaux territoriales, maintenant on a un problème de définir toutes ces îles, et même l'Afrique du Nord, j'ai oublié, toute la Tunisie, l'Algérie, font partie d'Eretz Israël. C'est pour ça que les Juifs d'Afrique du Nord étaient très, très sionistes. Ils habitaient déjà en Eretz Israël. Et maintenant, j'arrive donc à la frontière sud. À la frontière sud, on a un problème, parce que le texte est très clair. Je vais vous le lire en hébreu. והיה לכם פלט נגב ממדבר צין על ידי אדום, והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה, ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים, ועבר צינה, והיה תוצאותיו מנגב לקדש ברנע, ויצא חצר הדר, ועבר הצפונה, comme j'ai expliqué. Il y a un certain nombre de sites qui sont durs à identifier. Il y a des discussions où sont ces sites dont parle le texte, mais en tout cas, on a un tracé de la frontière sud. Mais ce qui est important, c'est la fin du texte, ce que j'ai mis en gras. Et de là, il va jusqu'au fleuve d'Égypte. Le texte d'ici traduit le torrent d'Égypte, et de là jusqu'à la mer. Et c'est quoi ce fleuve d'Égypte au torrent d'Égypte? Parce que là, en hébreu, il y a deux termes qui ne sont pas les mêmes entre la terre donnée à Abraham et la terre que Moshe doit distribuer aux tribus. Une parle de Nahar Mitzrayim, le fleuve d'Égypte, et l'autre parle de Nahar Mitzrayim, le torrent d'Égypte. Et la question est, est-ce que le torrent et le fleuve sont les mêmes? Est-ce que les deux parlent du Nil? Et on va tout de suite essayer de comprendre. Alors, je parle d'après la première opinion, qui dit que Nahar Mitzrayim, c'est le Nil. Donc, la frontière d'Israël va jusqu'au Nil. Attention, le Nil n'est pas le Nil que vous voyez sur la photo satellite en bas à droite. En photo en bas à droite, vous voyez le Nil et vous voyez le delta du Nil. Donc, on comprend que jusqu'au Nil, c'est Eretz Israël. Donc, une partie du territoire égyptien fait aussi partie du Nil, apparemment. Ça, la plupart sont pas tellement d'accord. C'est en fait la mer Rouge serait plutôt la frontière. Mais le Nil, un des bras du Nil qui va jusqu'à la mer,
serait la frontière. Maintenant, quel bras du Nil? Le bras ouest ou le bras central ou le bras est? Le delta du Nil est très large, c'est plusieurs centaines de kilomètres. Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est que pour la plupart des décisionnaires de la halakha, le bras du Nil qui est le bras frontière d'Eretz Israël, ce n'est pas le Nil de façon générale, c'est le bras le plus à l'est des bras du Nil dans le delta. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce bras du Nil n'existe plus aujourd'hui. Il s'est asséché avec le temps. C'est un bras qu'on appelle en hébreu Shichor ou en grec Flousion. Il y a d'ailleurs une ville au nord, regardez la carte que je vous montre à gauche. Vous voyez, vous suivez ce bras du Nil qui va vers l'est et qui arrive à une ville qui s'appelle Flousion. C'était son nom grec. Et donc le bras, c'était le bras du Nil Flousion. Et en fait, si vous regardez, il arrive, à la fin, il est très parallèle avec le canal de Suez. En fait, aujourd'hui, ce n'est plus de l'eau, c'est asséché, mais c'est en fait la fin, c'est le tracé du canal de Suez. Donc, en fait, on pourrait dire aujourd'hui que le canal de Suez est la frontière, ce n'est pas le Nil qui est la frontière, mais le canal de Suez, puisque c'était le tracé du Nil à l'époque biblique. Pour ceux qui cherchent aujourd'hui où est Flousion, c'est ce qu'on appelle en hébreu aujourd'hui Balouza. Pour ceux qui se rappellent, on a eu beaucoup de combats à la guerre de Kippour à Balouza. Balouza, c'est le nom, c'est Flousion en arabe égyptien. Donc, jusqu'à Balouza, c'est la frontière. Et donc, d'après cette opinion-là, la frontière sud du pays, c'est le Nil dans sa branche est. Mais on a bien sûr une autre opinion qui dit que ça, c'est Nahar Mitzrayim, qui était promis à Abraham, mais le Nahal Mitzrayim, le torrent, ou l'Oued, mieux que quand on parle de torrent, surtout les Français, vous voyez tout de suite un torrent dans les Alpes impétueux qui transporte des pierres, etc., et qui coule toute l'année, alors que les torrents en Israël sont des torrents saisonniers qui ne coulent que quand il y a la saison des pluies. Et on a donc un torrent comme ça, ce qu'on appelle un oued. Donc un oued s'assèche en été et coule après les pluies. Et donc ce qui était proposé pour être Nahal Mitzrayim, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Wadi El Arish, l'oued de El Arish dans la bande de Gaza. Et je vous montre la photo, pardon, la carte. Vous voyez à gauche le Nahal El Arish, c'est vraiment pas très impressionnant. Il n'y a pas beaucoup d'eau quand on regarde le Nahal El Arish en été. Et vous voyez sur la carte, là j'ai mis une carte, je m'excuse de la qualité qui est assez mauvaise, mais on voit que ça se passe au sud de la bande de Gaza, donc ça laisse tout le Sinaï en dehors du territoire. Mais je rappelle que dans la promesse d'Abraham, on nous parle de Nahar Mitzrayim, donc du Nil, dans le territoire que Moshe donne aux enfants d'Israël. Il s'agit du Nahal Mitzrayim, donc du Wadi El Arish. Et je vous ai expliqué que c'est les mêmes frontières, sauf que Abraham, c'est les frontières du pays de façon générale, et que Moshe limite les frontières au territoire habitable. Donc, au sud de Nahal El Arish, c'est déjà le désert du Sinaï, c'est donc plus une terre habitable. Et donc, pour lui, il a pris le Nahal Mitzrayim et pas le Nahar Mitzrayim. Il a pris le Wadi El Arish. Mais ça ne veut pas dire que c'est la frontière différente. Elle est différente dans le sens qu'elle est habitable jusqu'au Wadi El Arish, mais elle serait peut-être jusqu'au Nil. Ça va avoir une incidence très importante pour la Shemitah, puisqu'aujourd'hui, on sait irriguer des terres et donc on peut cultiver des terres même qui sont à l'origine désertiques. Et dans ce cas-là, si on cultive des terres au-delà de El Arish, alors on n'est plus soumis à la Shemitah puisqu'on est en dehors des territoires qui ont été donnés aux tribus. Parce que pour beaucoup de décisionnaires de la halakha, la Shemitah n'est applicable que dans la partie qui est donnée aux tribus et pas dans les déserts qui entourent, qui font partie du pays d'Israël, mais dans lesquels la loi de Shemitah ne s'applique pas. Et on arrive à la cerise que j'ai laissé, la cerise sur le gâteau, comme on dit en français, je ne sais plus, en hébreu, à Douf de Van, chez Bakat Sefet, la cerise qu'on met sur la crème sur le gâteau, c'est la frontière nord. Où passe la frontière nord d'Israël? Certainement pas la frontière actuellement, la frontière entre Israël et le Liban, qui est une frontière artificielle qui n'a aucune logique. C'est les Français et les Anglais qui sont mis d'accord sur des cartes en Europe, mais ne respectent absolument pas la géographie locale. On a d'autres propositions. Alors d'abord, la Torah nous donne une définition. Vous la voyez, en français. Et voici quelles seront vos bornes au nord. Vous tracerez une ligne de la grande mer jusqu'à Hor la montagne.
Bon, Hor, la montagne. Hor Hahar en hébreu veut dire la montagne sur la montagne. Donc une montagne où il y aurait deux sommets. Attention, ne vous trompez pas. Il y a un autre Hor Hahar, parce qu'on sait que Aaron, le frère de Moshe, le grand prêtre Aaron du désert, est mort à Hor Hahar. Ça, c'est un Hor Hahar qui se trouve à l'est du Jourdain, pas du tout au nord d'Israël, mais comme c'est un lieu qui est spécial, une montagne, avec une montagne surmontée d'une petite montagne par-dessus, alors c'est un nom qu'on peut donner à plusieurs endroits, comme on a Bethléem au sud de Jérusalem, mais on a aussi Bethléem en Galilée. Bethléem, c'est un endroit où on produit du pain, du blé. Donc, on a une zone, une région agricole qui fait du blé près de Jérusalem qu'on appelle Bethléem. On en a une dans le nord qu'on appelle Bethléem. On a Hatzor dans le sud et on a Hatzor à Glilit dans le nord. Donc, les noms peuvent être réutilisés quand il y a une logique. Donc, on a Hor Hahar à l'est du Jourdain, qui est la tombe d'Aaron, et on a Hor Hahar au nord-ouest, qui est la frontière d'Eretz Israël. Il faut donc définir où se trouve ce Hor Hahar au nord d'Israël. Alors, une des propositions, qui n'a pas été retenue par beaucoup, mais c'est la proposition la plus minimaliste, veut mettre la frontière nord au Litanie. Donc, si vous regardez la carte avec moi à gauche, vous voyez la Galilée d'aujourd'hui, vous voyez Acre, Akko, Kziv, donc Naharia se trouve ici, ça, la frontière actuelle se trouve là, je suis avec la souris, et puis vous montez à Sidon, et avant de Sidon, vous montez à Tzor, à Tyr au Liban, et entre Tyr et Sidon, il y a un fleuve qui coule qui coule de l'est vers l'ouest, donc de façon horizontale, est-ouest, et donc c'est idéal pour faire une frontière naturelle, une rivière. Au nord, c'est le Liban, au sud, c'est Israël, et donc une des propositions, la proposition du Tashbetz, et que le Litanie était la frontière nord d'Israël. Je rappelle que dans les années 80, Israël avait fait une opération, l'opération Litanie, où on était arrivé jusqu'au fleuve du Litanie pour repousser les terroristes. Finalement, on était revenu en arrière, mais il y a une logique. En tout cas, beaucoup plus logique que la frontière qui traverse les montagnes de la Haute-Galilée au nord du pays, de faire une frontière sur le Litanie. Alors, c'est la proposition du Tashbetz, mais ce n'est pas la proposition de la plupart des décisionnaires. Alors, on va beaucoup plus au nord. Je commence par une autre proposition, c'est qui s'appelle le Jabal el-Akra. Vous voyez une photo de ce Jabal el-Akra. Vous voyez qu'il est enneigé. Cette photo est prise du nord vers le sud. La mer est à droite, puisque la photo est prise du nord. Elle est prise des monts du Taurus. Et elle nous montre ce Jabal Akra. Ce Jabal Akra, si vous regardez la carte à droite, vous le voyez. Regardez la carte. Vous voyez, je viens du sud vers le nord. Je passe à Tyr, à Sidon, à Beyrouth. Je continue par Tripoli et on arrive à Latakia et on monte encore plus au nord. Et on est vraiment juste à la limite des monts du Taurus. Parce qu'on a beaucoup de textes qui nous disent que la frontière, des textes de Targum Yonatan Ben Uziel, qui est donc une traduction en araméen du texte biblique, une traduction araméenne qui date de l'époque de la Mishnah, et qui traduit le mot Hamat par Touré Amnon. Touré Amnon, Touré Ammonos, lui dit Tourus Ammonos, c'est resté jusqu'aujourd'hui, les monts du Taurus. Et les monts du Taurus, aujourd'hui, c'est en Turquie. Donc, Hor Hahar, le Jabal Akra, et l'Akra se trouve juste face au mont du Taurus, donc vraiment à la frontière sud de la Turquie. Et de là commence la frontière qui va, à partir de Hamat et du mont Jabal al-Akra, va à l'est vers l'Euphrate. Donc, ça nous quintuple la surface du pays d'Israël par rapport à ce que nous en connaissons aujourd'hui. Donc, on a la proposition du Litanie comme frontière nord, mais minimaliste, et on a les monts du Taurus comme frontière nord maximaliste au sud de la Turquie. Voilà, là, vous avez une carte d'ensemble. On voit bien les frontières. Donc, depuis l'Euphrate qui coule vers l'est, vous le voyez au nord, en haut de la carte, et après, en dessous, ce sont des déserts, et après, jusqu'au Nil. Et vous voyez, la carte d'Israël, c'est beaucoup, beaucoup plus grand que Israël qu'on connaît. Bon, je rappelle qu'aujourd'hui, on est déjà 7,5 millions de Juifs en Eretz Israël. On doit en accueillir encore 7 millions ou 8 millions qui ne sont pas encore avec nous en Eretz Israël. Donc, on sera 15 millions. Mais une fois qu'on sera 15 millions de Juifs, et puis la
la nativité est bonne en Israël, les gens ont des enfants. Je rappelle qu'on n'est que les descendants de 2 tribus du royaume du Sud, de Juda et de Benjamin et de Lévi, et qu'en fait, on attend le retour des 10 tribus. Alors là, effectivement, il faut aller chercher dans les dizaines de millions, dizaines avec plusieurs S. Et donc, effectivement, Israël doit être beaucoup plus grand que ce qu'elle est aujourd'hui. Les frontières d'Israël doivent s'agrandir. Et j'arrive à la conclusion. Donc, on a 2 cartes. Maintenant, je fais la conclusion. La carte à droite qui est Eretz Israël proposée à Abraham. Donc, vous voyez depuis l'Euphrate jusqu'au Nil. La carte à gauche qui est la carte de ce qui a été donné aux tribus. Donc, ça, c'est ce qui est dans la. Pardon, c'est ce qui est voilà, en rose sur la carte. Ce qui est en brun, c'est ce qui avait été donné par Moshe aux 2 tribus et demie à l'est du Jourdain. Et tout le reste sont des déserts qui n'ont pas été répartis. Donc. Mais en fait, pour beaucoup de décisionnaires, les cartes seraient les mêmes, juste qu'une comprendrait des déserts, que l'autre ne comprendrait pas. Certains décisionnaires ne sont pas d'accord et disent que les frontières de Moïse étaient plus rétrécies et qu'à l'époque qu'Abraham, la promesse, l'alliance avec Abraham donne des frontières plus grandes qui seront à l'ère messianique. Quoi qu'il en soit, je rappelle que David et Shlomo étaient arrivés presque jusqu'à l'Euphrate au moment de l'expansion, jusqu'à l'Euphrate au moment de l'expansion du royaume d'Israël. D'ailleurs, les prophètes n'étaient pas d'accord avec la façon de David de procéder, qui a d'abord conquis des territoires d'Aram au nord d'Israël en Syrie, qui après est revenu compléter des territoires, avait laissé par exemple la ville de Jérusalem en main des Jébusites. Et la Torah n'est pas d'accord du fait que David ait fait d'abord des guerres de conquête vers les frontières en laissant le centre du pays aux Jébusites. Mais je ne rentre pas maintenant dans cette discussion, ça nous amènerait trop loin. Il nous reste encore une ou deux images. Ça, je laisse. Alors, voilà une carte du Kaftor Vaferach. Donc, je vous ai dit, Rabbi Ashtoria Farchi, qui est venu de France après les croisades, qui fait un tour d'Eretz Israël. Et qui montre une carte. Et vous voyez que c'est la carte de Rabbi Ashtoria Farchi. D'après lui, sa carte est d'après l'alliance avec Abraham, depuis l'Euphrate jusqu'au Nil. Et lui va carrément jusqu'au Nil en Égypte. Vous voyez en pointillé ce bras du Nil Flussion qu'il ne connaissait plus. Alors, ça va peut-être même un petit peu plus loin. Là, c'est une carte qui nous donne les différentes mitzvot, donc mitzvot d'Eretz Israël, chacune avec son domaine d'application. Pour chaque mitzvah, d'après, en scrutant la Torah, on peut comprendre où elle s'applique, où elle ne s'applique pas. Je ne rentre plus dans les détails parce qu'on n'a plus le temps, on est arrivé à la fin de cette conférence. Et juste, je voudrais donner encore un concept qui est très important au niveau de la Shemitah. On a 2 définitions de la terre sainte. Je reviens à ce vocabulaire que je n'aime pas. On a ce qu'on appelle Troum Olé Mitzrayim, c'est Eretz Israël qui a été occupé par les 12 tribus avec Josué en sortant d'Égypte. Et on a ce qu'on appelle Troum Olé Bavel, qui est le territoire qui a été occupé par les 2 tribus et demie qui reviennent de l'exil de Babylone. Donc c'est beaucoup plus restreint. Vous voyez là, au centre de l'image Troum Olé Bavel. Et c'est très important parce qu'il y a un texte du Talmud qui nous dit qu'il y a une différence entre la Kedusha du Troum Olé Bavel, la Kedusha de ce terrain occupé par les Juifs qui reviennent de Babylonie, et la Kedusha du terrain occupé par les Juifs qui sont venus avec Yoshua. Et le Talmud, dans le traité de Megillah, mais dans d'autres endroits, le dit aussi, que la sainteté déclarée par Josué quand il est rentré en Israël a été momentanée. C'est-à-dire, Josué a consacré la terre jusqu'au moment où on partira en exil. Mais quand on part en exil en Babylone, cette Kedusha s'arrête. Alors que la Kedusha des Olé Bavel, quand on revient de l'exil, et je rentre dans les détails pourquoi c'était différent, pourquoi c'était fait différemment, mais la Kedusha des Olé Bavel, des Juifs qui reviennent de Babylonie, elle est une Kedusha pour toujours. Et donc aujourd'hui, on se base sur ce texte du Talmud pour restreindre l'application de la Shemitah au territoire des Olé Bavel. Donc on applique la Shemitah aujourd'hui
La Shemitah n'est pas obligatoire d'après la Torah, puisque la Shemitah, d'après la Torah, et je ne rentre pas maintenant dans les détails, on aura l'occasion d'y revenir, les rabbins de Midrashet Yehuda, de Lilmod font des cours. Les lois de Shemitah s'appliquent dans la Torah quand il y a le Yovel, et pas actuellement, je ne rentre pas pourquoi. Et donc, les rabbins qui ont dit que malgré que la Shemitah n'est pas applicable d'après la Torah, il faut quand même l'appliquer. Il faut l'appliquer on l'appliquait uniquement dans ce Troum Olé Babel, dans ce territoire restreint de là où étaient les Juifs qui auraient de Babylonie. Donc, ça nous laisse certains terrains qui sont en dehors de la juridiction de la Shemitah. Donc là-bas, on peut produire sans problème ou avec certaines restrictions, mais elles sont différentes. Juste pour comprendre combien c'est compliqué, combien c'est complexe, vous regardez la carte que je mets à droite qui montre la région sud d'Israël et vous voyez l'évolution de la Shemitah depuis 1973 jusqu'à 2008. Et vous voyez que, alors suivez-moi avec la souris, vous voyez un tracé, et après vous avez un autre tracé, vous avez un troisième, pardon, vous avez un quatrième, et c'est chaque fois un autre Bédine à une autre époque. Ça, c'est Gvoul, je suis vers celui qui est le plus en bas de la carte, Gvoul Eretz Israël Betashsar, Alpi Badatz Yoredea. C'est-à-dire que pour le Badatz, donc pour le tribunal rabbinique Yoredea, pour eux, jusque-là, c'est jusqu'à Elat, en fait, la Shemitah s'applique et donc on ne peut pas pour cultiver la terre pendant la Shemitah. Alors que d'après le Badatz Yerushalayim, pour eux, la frontière s'arrête à Yotveta. Yotveta, c'est environ à 30 km au nord d'Elat. Et d'après le Badatz Minchat Yitzhak, ça s'arrête, Minchat Yitzhak en 1987 avait mis la frontière près de, je ne sais pas identifié, hein, au milieu de l'Arava. Donc c'est très très complexe, mais ça, il faudra rentrer dans les détails. Ce que j'ai voulu dans cette conférence, c'est de donner un petit peu les bases de ce que sont les frontières d'Eretz Israël, les frontières de l'alliance avec Abraham, les frontières des tribus, ce que Yecheskel nous voit pour l'époque messianique, de parler un peu de l'histoire, comment étaient les frontières à l'époque des juges de David, l'époque des Hashmonaïm, l'époque d'Hérode, et de comprendre un petit peu le tracé des frontières de la Torah, où est-ce qu'on identifie les frontières nord, les frontières ouest, sud, d'après les discussions qu'on a, est-ce que c'est le Nil ou est-ce que c'est le Wadi el-Harish, est-ce que c'est le Litani ou est-ce que c'est les monts du Taurus, essayer de comprendre un peu la complexité. Juste, je vais montrer un petit peu dans la photo maintenant le livre dont je me suis servi. Donc, vous voyez qu'il y a une encyclopédie en 6 volumes du Rav Ariel, Otsar Eretz Israël, qui ne parle que des frontières d'Eretz Israël d'après la Torah. Pour ceux qui ne veulent pas lire les 6 volumes, alors à droite, j'ai mis un autre livre qui s'appelle Torah, Tova Haaretz Meod Meod, du Rav Chaim Israël Steiner, qui a fait un résumé un petit peu de ce qu'on trouve dans les 6 livres du Rav Ariel. Donc vraiment, le sujet est très, très vaste et on n'a fait que donner l'introduction, mais j'espère que ça aide à comprendre un petit peu la complexité et que c'était intéressant, malgré que c'était un petit peu complexe. Voilà, alors je coupe la matséguette. S'il y a des questions, avec plaisir. Vous pouvez activer vos micros. Ok. C'était ou trop clair ou trop complexe. S'il vous plaît, est-ce que éléphantine, à un moment donné, a été compris dans les frontières d'Israël? Bien, alors la question, je ne sais pas qui l'a posée. Judith. Pour ceux qui n'ont pas compris, Éléphantine, c'est une île sur le Nil, au sud, qui se trouve en Haute-Égypte, où à l'époque du Second Temple, il y avait des prêtres, et notamment un prêtre qui s'appelait Chonio, qui avait construit un temple parallèle au temple de Jérusalem, un temple en compétition avec le temple de Jérusalem. Et justement, le fait d'avoir construit ce temple à Éléphantine, dans cette île sur le Nil, ils avaient choisi ce site-là, d'abord parce qu'il y a beaucoup de juifs là-bas, mais aussi parce que c'était encore Eretz Israël. D'après leur compréhension, le Nil étant la frontière, en construisant ce Beth Mikdash à Éléphantine, ils avaient construit un Beth Mikdash dans les frontières d'Eretz Israël, effectivement. Merci pour la question. Merci bien.
Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Je voudrais vous demander si vous avez lu Thomas Romer et Israël Finkelstein. Ni l'un ni l'autre. Je ne veux pas rentrer dans la polémique maintenant, mais disons qu'aujourd'hui en Israël, il y a une polémique sur tout ce que dit la Bible, qui est dirigée par cette école de critique biblique, par Finkelstein. Et donc, lui remet en question, moi je parle en tant que juif qui accepte le Tanakh comme étant la parole de Dieu et qui essaie de comprendre ce que Dieu veut de nous. Finkelstein dit, moi je suis universitaire et je décide de ce qui est ça j'accepte, ça j'accepte pas. C'est pas tout à fait ma façon de comprendre. Oui, mais il décide pas. Il y a un travail scientifique et c'est pas l'histoire. C'est pas comme Ernest Lavis à la fin du 19e. C'est pas de l'invention. C'est un travail critique. Évidemment, j'approuve tout à fait le point de vue religieux dans sa dimension mystique, mais comme il a des fêlures nationalistes très marquées en Israël actuellement, je trouve qu'il faut respecter et vénérer même le travail d'érudition, même si on le comprend que partiellement chez Thomas Romer ou chez Finkelstein. Thomas, je ne connais pas. Finkelstein, je l'ai un petit peu lu, mais ça part d'une volonté Ok, je ne veux pas rentrer dans cette discussion parce que ça mènerait beaucoup trop loin sur la fiabilité des recherches universitaires en Israël, mais ce n'est pas entièrement innocent. C'est-à-dire que l'école de critique biblique qui a commencé en Allemagne au XIXe siècle, elle avait un but avoué de démolir la véracité biblique. Et, bon, je ne rentre pas dans ces considérations-là. Bien sûr, mais vous ne pouvez pas dégrader comme ça le travail de Thomas Romer en refusant de le lire et en refusant de l'étudier. Ça n'est pas respectable. Je ne suis pas universitaire, je ne suis pas prof de fac, je suis guide. Et je me garde le droit de choisir mes sources. Je dis Finkelstein, je connais parce que j'ai rencontré Finkelstein. C'est lui qui a fouillé les fouilles au Tel Shiloh, dont j'ai fait une conférence. On a fait une visite guidée à Tel Shiloh. Finkelstein a beaucoup changé d'idée dans les 30 dernières années. Je le déplore, mais je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Je m'excuse, mais je ne veux pas rentrer dans cette polémique. D'autres questions? On peut rentrer dans la polémique et dire que nous, on va selon le Tanakh. Et que la critique biblique, on s'en méfie beaucoup, disons. On a le droit de dire ça. D'accord, mais je veux clore le débat autrement. Non, je ne dis pas Ariel. Je parle avec ce monsieur-là qui va absolument qu'on respecte la critique biblique. D'accord, mais je ne veux pas rentrer. Je veux arrêter tout de suite cette discussion. Mon propos était de présenter les frontières d'Israël vues par les Chachamim aux différentes époques, vues par les sages de la Halacha, vues par les commentateurs et les voyageurs juifs qui ont visité Israël. C'était mon propos. Je ne rentre pas dans. Je ne veux pas ouvrir cette discussion. Ça nous amènerait beaucoup trop loin. Ce n'est pas le sujet. Les questions, c'est des questions sur ce que j'ai présenté, sur les frontières, comme la question sur les Fantines, est-ce qu'il y a une frontière? C'est des questions, là, je suis d'accord de répondre. Et sinon, je vous souhaite de très bonnes vacances et puis on se reverra peut-être à la rentrée si on a la force de continuer. Là, je m'excuse d'avoir fini la dernière conférence avant les vacances avec un sujet tellement ardu. Je sais que c'est un sujet qui est complexe. J'ai moi-même hésité à le faire. Mais je pensais qu'avant l'année de Shemitah, on va tellement nous parler de Shemitah, il fallait absolument comprendre de quoi s'agit-il, quelles sont les frontières de Israël, parce que c'est à partir de là qu'on pourrait essayer de comprendre tout ce qu'on va nous parler, tout ce qu'on essaie de nous expliquer sur la Shemitah. Si on ne comprend pas où se trouve Israël, comment peut-on comprendre de quoi s'agit-il avec la Shemitah? Monsieur Ariel, je peux parler? C'est Oui, Myriam. Oui. Oui, bonjour, merci pour votre conférence. J'aimerais que vous nous disiez quelques phrases sur les tribus perdues qui sont parties. Et comment on espère un jour le voir ou savoir qui? Alors, c'est dans mon arsenal de conférences pour l'année prochaine. Bezrat Hashem, on fera une conférence là-dessus. Ce n'est pas un thème qu'on peut débattre en 5 minutes. C'est un sujet formidable, c'est très, très intéressant. Et on en parlera. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire une conférence dédiée à ce sujet-là. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Très, très intéressant. Merci beaucoup. Alors, merci et au revoir à tout le monde. Shalom, shalom. Merci. Bonsoir. À demain.
Bonsoir. Shavu Shabbat. Shavu Shabbat. Bon, je quitte. Hein.